Les deux plus grands fabricants de puces au monde se dirigent vers une guerre totale et elle se joue aux limites absolues de la physique. TSMC vient de dévoiler ses nouvelles technologies de puces à 14 angstroms et 12 angstroms. Il est vrai que vu de l'extérieur, ça ressemble à un progrès incroyable. Mais vous savez, beaucoup d'ingénieurs en conception de puces, qui travaillent activement dans ce domaine, disent le contraire. Ils disent qu'en réalité, les chiffres sont terrifiants. Pendant 50 ans, la règle était simple. On réduisait la taille du transistor et tout allait 2 fois plus vite. En sachant cela, pas besoin de stratégie, la physique faisait le travail. Cette règle, c'est la fameuse loi de Moore, et vous la connaissez sans doute. C'est cette règle empirique qui prédit le temps pour passer des ordinateurs de la taille d'une pièce entière à la taille d'un smartphone, puis ensuite à l'intelligence artificielle. Sauf que cette règle-là, elle est en train de mourir. Les premiers signaux sont là. C'est une véritable première. Dans l'industrie, dans ce secteur, il est de plus en plus admis que la manière dont TSMC et Intel vont réagir à cette mort, à ce changement fondamental, dans la manière dont on fait les puces en fait, va redessiner la dite industrie pour les 10 prochaines années. Et elle en dit long également sur ce qui nous attend. Car oui, ce qui se passe en ce moment est probablement le tournant le plus important dans les semi-conducteurs depuis l'invention de FinFET, qui était cette architecture de transistors en 3D, qui a permis par exemple à vos smartphones d'être aussi puissants qu'un ordinateur de bureau d'il y a 10 ans. Et vous savez, ça, je suis presque certain que vous n'en avez pas trop entendu parler ou pas entendu parler du tout, car c'est technique, trop technique parfois, et que c'est noyé derrière beaucoup de bruit. Alors aujourd'hui, justement, je vais vous l'expliquer le plus simplement possible. Vous allez voir que c'est facile à comprendre, sans besoin de devoir se noyer dans les méandres de la complexité des puces de calcul. Et pour cela, pour comprendre le problème, pour comprendre le changement majeur qui arrive, il faut d'abord comprendre ce qui ne marche plus aujourd'hui, ainsi que la barrière qui empêche les fabricants de puces de faire toujours plus puissant et toujours plus petit. Quand un transistor fait quelques nanomètres, c'est-à-dire des tailles tellement petites qu'on est à l'échelle de quelques dizaines d'atomes, les électrons commencent à faire n'importe quoi. Ils traversent des barrières qu'ils ne devraient pas pouvoir franchir. En physique, on appelle ça l'effet tunnel quantique. C'est une propriété de la physique quantique, assez bien connue. Eh bien, une fois que ce phénomène arrive, une fois qu'on arrive à des ordres de grandeur si petites qu'on voit ce phénomène se produire, il se trouve que réduire encore plus la taille du transistor ne vous apporte en réalité presque plus rien en termes de gain de performance. Pendant des décennies, chaque nouvelle génération de gravure de puces donnait entre 30 et 50% de transistors en plus sur la même surface. C'était ça le moteur de toute l'industrie. Aujourd'hui, TSMC, l'entreprise basée à Taïwan, est presque l'unique fabricant de puces avancées au monde. Alors je dirais même l'unique fabricant à l'échelle industrielle, l'unique fondeur. Vous le savez certainement d'ailleurs, l'entreprise est basée à Taïwan, c'est la raison des conflits géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Eh bien, TSMC vient de dévoiler sa nouvelle feuille de route pour les années qui arrivent pour des nouveaux nœuds, des nœuds A14 et A12, où le A veut dire angstrom. Et pour ceux qui ne savent pas, l'angstrom, c'est une unité pour désigner un dixième de nanomètre. Dit comme ça, on peut se dire que c'est une avancée énorme, n'est-ce pas? Sauf que le gain réel, en réalité, entre ces générations, c'est d'environ 6% seulement. Oui, juste 6%. À un moment où la demande en calcul pour l'IA est littéralement en train d'exploser. C'est précisément cet écart-là avec d'un côté ce que la physique peut donner, donc la limite de la physique actuelle, et d'un autre côté ce que l'IA réclame aujourd'hui pour bien fonctionner, qui crée cette tension inédite. Pour être sûr que tout le monde comprend, je vais reformuler. Aujourd'hui, on arrive face à un mur qui s'appelle les lois de la physique. Mais on a tout de même besoin de plus de puissance de calcul pour scaler l'IA. Donc il y a un problème. Et toute la logique sur laquelle cette industrie tournait depuis 50 ans ne marche plus. Bon, l'industrie des puces a quand même trouvé un moyen de gagner du temps. Une espèce de quick fix si vous voulez. Ils ont changé la forme du transistor lui-même. Et c'est ainsi que pendant plus d'une décennie, on utilisait ce qu'on appelle le FinFET. Pour ceux qui veulent comprendre rapidement, sachez que c'est une structure en 3D, où la grille, donc la partie qui contrôle le passage du courant, enveloppe le canal sur 3 côtés. C'était largement suffisant pour les générations précédentes. Ça ne l'est plus aujourd'hui. La nouvelle architecture s'appelle le Gate-All-Around et son principe est assez élégant. Au lieu d'avoir une seule ailette, on va empiler plusieurs nanofeuilles les unes sur les autres. Et on enroule la grille complètement autour de chacune. Le contrôle de courant devient total. Le courant passe quand il doit passer, il s'arrête quand il doit s'arrêter et surtout il ne fuit plus entre les deux.
TSMC l'utilise pour la première fois avec son N2 qui est en production de masse depuis fin 2025. C'est leur puce principale aujourd'hui. Intel a développé sa propre version qu'ils appellent le Reborn FET. C'est le même principe physique mais avec un nom différent. Parce que dans cette industrie, personne n'aime utiliser le vocabulaire du voisin. Le Gate-All-Around est un vrai progrès, mais il ne ramène pas les gains d'avant. Il maintient la trajectoire sous perfusion. C'était le quick fix dont je vous parlais tout à l'heure. C'est là que les deux géants vont se séparer, parce que vous savez, si le transistor ne peut plus être le levier principal du progrès technologique aujourd'hui, eh bien il faut trouver un autre levier. TSMC et Intel ont choisi des leviers radicalement différents, qui va finir par causer une guerre ouverte entre les deux. De son côté, TSMC a regardé le problème en face et a pris une décision très froide. Ils se sont dit que si réduire la taille des transistors ne donne plus que 6% de gains par an aujourd'hui, alors ils vont arrêter de miser dessus tout simplement. Ils vont plutôt miser sur le système dans son ensemble. Concrètement, au lieu de s'acharner à graver une puce toujours plus petite, TSMC prend plusieurs puces, donc des puces de calcul, de la mémoire, des couches d'interconnexion, et il les assemble ensemble dans ce qu'on pourrait appeler un méga package. Ils n'ont pas le choix et ils sont obligés d'en arriver là. Car en fait, il faut savoir un truc que peu de gens connaissent. À l'intérieur d'une machine EUV, donc qui est la machine de science-fiction qui fabrique ces puces-là, la lumière ne peut exposer qu'un petit rectangle de silicium à chaque passage. Un rectangle d'environ 26 par 33 mm. C'est ce qu'on appelle la limite de réticule. Et c'est un plafond physique, on ne peut pas le dépasser. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de cette machine elle-même, la machine à EUV, que j'appelle souvent la machine de science-fiction, car même si c'est vraiment fascinant son fonctionnement, c'est une technologie quasi alien, mais en gros, au sein de ce modèle de machine, qui est au passage la seule que possède l'humanité, vous ne pouvez pas fabriquer une puce plus grande que ça en une seule exposition. Donc TSMC a changé d'approche. Ils ne cherchent plus à fabriquer une puce géante. Ils assemblent des dizaines de puces dans un package qui dépasse largement cette limite-là. Lors de leur conférence technologique en avril, ils ont présenté des packages qui combinent jusqu'à 10 puces de calcul avec 20 empilements de mémoire qui sont prévus pour 2028. Ce que ça veut dire, c'est que la frontière de la performance n'est plus dans le transistor. Elle est autre part. Sauf que cette stratégie a un tout nouveau problème. Quand vous mettez autant de puces les unes à côté des autres, le goulot d'étranglement n'est plus le calcul, c'est la communication entre ces puces. Le GPU, donc la carte graphique, a besoin d'accéder à la mémoire. La mémoire a besoin de la logique, et les données doivent circuler entre tous ces composants à des bandes passantes colossales, sans que le système bien sûr ne fonde littéralement sous la chaleur générée. C'est exactement là que la technologie de packaging avancée de TSMC, le CoWoS, devient absolument critique. C'est là que rentre en jeu l'un des plus grands génies de notre époque, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, qui est celui qui l'a compris avant tout le monde. Et c'est vraiment un visionnaire car dès 2010-2012, il avait commencé à shifter toute son entreprise Nvidia pour l'IA, donc il vient de loin. Nvidia a réservé à elle seule plus de 60% de la capacité mondiale de packaging avancé chez TSMC pour 2026. On parle d'environ 595 000 galettes de puces sur l'année, dont 510 000 rien que pour cette nouvelle technologie CoWoS. Pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, TSMC produisait environ 35 000 galettes CoWoS par mois à la fin 2024. Leur objectif pour fin 2026, c'est 130 000 par mois. Quadrupler la capacité mensuelle en 24 mois sur un process aussi complexe, c'est franchement du jamais vu dans l'industrie. Et même avec ça, ça ne suffit toujours pas. TSMC a dû sous-traiter une partie de son packaging à ICE ou alors Amkor. Ce qui aurait été, disons-le avec toute franchise, tout simplement impensable il y a 3 ans. Maintenant, on arrive à une décision de TSMC qui a choqué pas mal de monde dans l'industrie. TSMC a dit non au High NA des machines EUV. Bon, et pour tous ceux qui ne suivent pas la lithographie au quotidien, le High NA, c'est la toute dernière génération de machines de gravure fabriquées par ASML aux Pays-Bas. Cette fameuse machine de science-fiction dont je viens de vous parler il y a 2 minutes. Chaque machine coûte aujourd'hui environ 400 millions de dollars. Elle permet de graver des motifs plus fins avec une meilleure résolution. C'est, sur le papier, l'avenir de la fabrication de puces. Mais TSMC n'en veut pas. Du moins pas maintenant, et pas non plus dans la feuille de route qu'ils viennent de publier qui récapitule leurs grandes étapes d'ici 2029, où on peut voir qu'aucun nœud ne l'utilise. Alors, vous savez, l'annonce a vraiment été un choc dans le domaine. Si vous suivez un tant soit peu cette industrie, vous comprenez très bien de quoi je parle. Leur raisonnement est à la fois simple et assez brutal. Le High NA pousse la résolution plus loin, mais il réduit le débit. Chaque galette de puce coûterait plus cher à produire, donc le risque par lot augmenterait.
Il faut bien comprendre une chose. Vous savez, fabriquer des puces, ce n'est pas faire marcher un truc une fois en laboratoire, faire une puce avec des gravures ultra petites et un progrès incroyable. Non, c'est en fait le faire marcher des millions de fois, exactement de la même manière, à l'échelle industrielle. Il faut produire, il faut faire une puce par seconde, même plus. Alors, au lieu d'utiliser la technologie du High-NA, TSMC pousse ces machines EUV actuelles qu'ils ont déjà plus loin, en utilisant une technique qu'on appelle le multi-patterning. Au final, on obtient un motif plus fin que ce qu'une seule exposition aurait pu produire. Alors, c'est plus lent, c'est plus complexe, mais c'est maîtrisé. TSMC préfère le contrôle à l'exploit aujourd'hui. Alors, messieurs, dames, tout ça c'était du côté de TSMC. Mais je vous ai parlé de guerre en début de vidéo. Car de l'autre côté du Pacifique, Intel fait exactement l'inverse. Eux, au contraire, ils foncent. Les nouvelles machines qui utilisent la technique du High-NA, ils l'ont déjà installé et intégré dans le développement de leur nouveau nœud 18A et même suivant. Pour les transistors, ils utilisent le Ribbon FET, donc leur version du Gate All-Around dont je viens de vous parler tout à l'heure aussi. Pour l'alimentation en électricité, ils ont développé le PowerVia, donc une nouvelle technique qui livre l'énergie par l'arrière du wafer. C'est la première fois en 60 ans de fabrication de semi-conducteurs qu'on sépare le signal et l'alimentation sur deux phases différentes. Pour les connexions entre les puces, ils passent à l'optique co-packagée, c'est-à-dire qu'ils remplacent le cuivre par de la lumière pour faire circuler les données. Puis aussi 2 ou 3 autres nouvelles innovations qu'ils ont présentées, mais inutile de se perdre dans les explications techniques ici, j'en ai déjà trop détaillé. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, en réalité, prise individuellement, chaque innovation est impressionnante, certes. Le problème, c'est que Intel les empile toutes en même temps, dans le même process de fabrication, dans la même puce qu'ils sont en train de faire, alors que dans le domaine des semi-conducteurs, il y a une règle non écrite que tout le monde connaît. Ne changez pas trop de variables à la fois. Parce que quand quelque chose casse dans un process qui bouge sur 5 fronts simultanément, et bien après, trouver d'où vient le problème exactement devient un vrai cauchemar. Le chemin d'Intel est fondamentalement non linéaire. Donc, ce qui veut dire que si tout fonctionne, ils prennent une avance massive sur tout le monde, leur cours de bourse va exploser, ils vont prendre un fois 1000, etc. Très bien, bravo. Mais si un seul maillon de la chaîne cède, la récupération sera très très longue. Jusqu'ici, personne n'y croyait. Sauf que quelque chose est en train de changer. Intel commence à avoir de vrais résultats. Les premiers ordinateurs Panther Lake, donc construits sur le nouveau nœud 18A justement, sont en vente depuis le début de l'année 2026, avec plus de 200 designs de machines différentes. Le 18A, c'est le premier processeur de classe 2 nanomètres qui est entièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. Et surtout, les rendements de production sont en avance sur les objectifs internes, avec des cibles de fin d'année qui devraient être atteints dès mi-2026, soit environ 2 trimestres d'avance. C'est un signal fort, certes, mais honnêtement, le signal le plus fort, ce n'est pas le rendement, c'est plutôt le carnet de commandes ainsi que leur cotation en bourse. Le 8 mai dernier, le Wall Street Journal a révélé qu'Apple et Intel avaient conclu un accord préliminaire pour que Intel fabrique justement certains processeurs d'Apple sur son nouveau nœud 18A. Le même Apple dont Tim Cook avait dit à Maurice Chang, le fondateur de TSMC, que Intel ne savait tout simplement pas faire de puces, c'était un mauvais fondeur et qu'il ne reviendrait pas chez eux. 5 ans plus tard, vous le voyez, Apple revient frapper à leur porte. D'ailleurs, il vous suffit de taper cours de bourse Intel sur Google et de regarder sur les 6 derniers mois pour voir et comprendre que ça bouge vraiment dans le domaine. Alors, il faut quand même tempérer les choses. Les analystes taïwanais sont assez clairs là-dessus. Apple ne prépare pas du tout un abandon de TSMC pour ses puces haut de gamme, les A-Series des iPhones et les M-Series des Mac. Non, l'objectif est avant tout stratégique, se créer un levier de négociation face à TSMC. Réduire son exposition géopolitique à Taïwan. Parce que, oui, dépendre à 100% de Taïwan dans le climat actuel, c'est vraiment un risque qu'un conseil d'administration ne peut plus ignorer aujourd'hui. Se donner une porte de sortie, quoi, si les capacités sur les nœuds avancés deviennent encore plus serrées qu'elles ne le sont déjà. Mais même un accord limité, même sur des puces d'entrée de gamme, ça change la perception de toute l'industrie sur Intel. Et il y a aussi un autre signal qu'il ne faut pas sous-estimer. Le 10 mai dernier, Jensen Huang, toujours le même, recevait un doctorat honorifique à Carnegie Mellon. C'est le fameux Lip Bhutan, donc le PDG actuel d'Intel, qui lui a remis son diplôme en personne. Pendant la cérémonie, Tan a déclaré publiquement que les deux entreprises travailleraient ensemble sur, je cite, de nouveaux produits excitants. Ce n'est pas une formule de politesse entre deux patrons qui se croisent sur une estrade.
Nvidia a investi 5 milliards de dollars dans Intel récemment, et les rumeurs qui circulent dans l'industrie sont très concrètes. Les prochains GPU de Nvidia, ceux avec la nouvelle architecture Feynman, pourraient utiliser justement la technologie de packaging d'Intel pour l'assemblage, et les nœuds 18A ou 14A pour la fabrication de certains composants. Quand on sait que Nvidia monopolise à elle seule 60% de la capacité de packaging avancée chez TSMC, et qu'elle cherche des alternatives depuis des mois, on comprend la logique. Si Nvidia confie ne serait-ce qu'une fraction de sa production à Intel, ça ne change pas juste les comptes d'Intel, non. Pour le coup, ça va redistribuer les cartes pour toute l'industrie des semi-conducteurs. Et puis bien sûr, il y a le fameux projet Terafab de Elon Musk. En avril, Intel a officiellement rejoint le projet d'Elon Musk. Et celui-là, vous le savez, il est vraiment à part. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce projet, tellement il est massif. J'en ai même dédié 2 vidéos. L'idée tient en une phrase, mais sa réalisation est titanesque. Elon Musk veut construire à Austin, au Texas, aux États-Unis, une méga, et quand je dis méga, c'est méga usine, capable de construire donc la logique, la mémoire et du packaging avancé sous un même toit. Elon Musk veut devenir un fondeur. Dans le plan actuel, Tesla gère la ligne de pilote de recherche, SpaceX gère la production de masse, et Intel va fournir la technologie de gravure, probablement son E14A qui est sous licence. Wei, le PDG de TSMC, a réagi avec la sobriété qu'on lui connaît, comme d'habitude lorsqu'il fait une interview et qu'il donne son avis. Pour lui, il n'y a pas de raccourci dans le métier de fondeur. Construire une usine, c'est 2 à 3 ans minimum. Ensuite, la montée en cadence, le scaling, c'est encore 2 à 3 ans de plus. Et il a raison. Sauf que c'est aussi exactement ce que tout le monde disait de SpaceX quand ils annonçaient qu'ils allaient faire atterrir des fusées sur une barge au milieu de l'océan. Maintenant, si on prend du recul sur tout ce qu'on vient de voir, le contraste est saisissant. D'un côté, TSMC qui construit une ville plus grande, de l'autre, Intel qui essaie d'inventer une meilleure brique. TSMC considère que le transistor n'est plus le levier principal et il reconstruit donc l'ensemble du système autour de cette réalité-là, donc le packaging, l'intégration, l'échelle. A l'inverse, Intel pense que le transistor a encore des secrets à livrer et que l'on peut graver encore plus finement, et il va pousser la physique jusque dans ses derniers retranchements, quitte à tout risquer sur une seule main. Alors je pense que les deux ont raison, mais chacun à leur manière. Seulement voilà le problème, c'est que dans cette industrie, un seul modèle finit par tout dominer. La métrique qui va trancher, ce n'est ni la taille du transistor, ni le nombre de brevets qu'on dépose, c'est tout simplement une loi économique, c'est le coût par unité de calcul à grande échelle. Tout ça pour pouvoir pousser à son maximum, vous vous en doutez, l'IA, l'intelligence artificielle. Car, au bout du compte, la seule métrique qui compte vraiment en termes de business pour ces entreprises, c'est le coût par token. Intel a peut-être la technologie la plus audacieuse. TSMC a l'exécution dans son ADN même. Mais encore une fois, je le répète, dans cette industrie, avoir raison ne suffit pas. Il faut avoir raison et livrer sans faille des millions de fois sur des années consécutives sans arrêt. Ce qui est fascinant, c'est que pour la première fois en 10 ans, cette question n'a pas de réponse évidente. Vous savez, il y a 3 mois, je vous aurais dit tout cela et tout le monde aurait répondu « Oui, TSMC va gagner sans même réfléchir ». Aujourd'hui, avec Apple, Nvidia et Terafab qui apparaissent dans le carnet de commandes d'Intel, le doute s'installe. Enfin, pas un doute total, mais une vraie incertitude, comme on n'en avait plus vu depuis très longtemps. Ce qui est certain, c'est que cette guerre entre les deux géants va redéfinir qui a accès à la puissance de calcul, à quel prix, et surtout dans quel pays elle est fabriquée. Et tous ceux qui vont comprendre ces enjeux aujourd'hui auront un avantage considérable sur ceux qui les découvriront demain. Que vous soyez entrepreneur, investisseur, développeur ou simplement quelqu'un qui veut comprendre le monde qui est en train de se construire sous nos yeux, comprendre l'IA et l'infrastructure sur laquelle elle repose, tout ça ce n'est plus un bonus, c'est un avantage compétitif. Donc, messieurs, dames, si vous voulez aller plus loin et vous former concrètement à ces outils, ces nouveaux outils qui sont en train de transformer chaque industrie, chaque domaine, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien.
J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.